propose de débuter cette table ronde. Merci d'être avec nous ce matin. Transition Pro est vraiment heureuse de vous accueillir dans le cadre de la journée des reconversions professionnelles d'édition 2022. C'est la deuxième édition. Alors Transition Pro pour tous ceux qui sont avec nous aussi à distance, c'est l'opérateur des reconversions professionnelles des salariés, à la fois par leur accompagnement et le financement de leurs projets de reconversion. Donc ce matin, pour cette édition 2022, Transition Pro a choisi un focus sur les métiers de la data et de l'intelligence artificielle, puisque les reconversions, l'objectif est de se faire sur des métiers émergents. Et là, je pense qu'on est en plein dans le sujet. Transition Pro a pour ambition sur 4 années de répondre aux besoins en compétences des entreprises par la reconversion des salariés. Donc, voilà pourquoi nous organisons cette table ronde ce matin. Alors, pour évoquer le sujet, nos intervenants présents, je vais peut-être vous laisser la parole pour vous présenter aux personnes qui sont présentes avec nous. Je ne sais pas, par quelle... allez, madame. Donc, bonjour, Elodie Madou, donc j'ai 34 ans. Je suis actuellement consultante data SRM et donc je suis en train de faire une reconversion vers le métier de data scientist. Bien, merci. Bonjour, je suis François Laplantès, je suis responsable de l'antenne de l'opérateur de compétences Atlas pour la région de France, donc qui est en charge d'accompagner les entreprises de 4 familles de métiers. Les secteurs banque, finance, les secteurs d'assurance, secteur du chiffre avec l'expertise comptable et le secteur du conseil dans lequel on va retrouver le numérique. Donc toutes ces entreprises-là, nous les accompagnons sur leurs besoins en compétences et leurs besoins en recrutement. De forts besoins en recrutement, j'imagine. Je vais y revenir. Merci. Bonjour, Laurent Billot, directeur des centres de formation AFPA de Roubaix et de Ratechnologie. Donc, où la reconversion occupe une place particulièrement importante pour nous, et donc notamment dans les domaines du numérique, et donc forcément dans les formations de data et d'intelligence artificielle. Merci. Bonjour, je suis Grégoire Dacheux, je suis chef de projet dans l'ESN, donc l'entreprise de services numériques Capgemini, et plus particulièrement dans une entité qui fait depuis plusieurs années, le BI, donc la Business Intelligence, Big Data, et bien sûr tous les métiers de la data et un peu d'intelligence artificielle. D'accord. Bonjour, je m'appelle Amine Biban, je suis directeur général de la société NC2S. Je fais de la data depuis une quinzaine d'années et on est en partenariat avec l'AFPA où on dispense des formations. Et également, on a des consultants, bien sûr, en data, avec lesquels on travaille sur les grands comptes de la région, de type ADO. D'accord, pour les accompagner sur les sujets. C'est très bien. Merci pour cette présentation. Alors, j'ai presque envie de dire, commençons par une question importante. Finalement, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle, data? On parle de data, IA. Monsieur Dacheux, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur le sujet? Est-ce que c'est... Vous m'avez demandé de faire une introduction à l'IA et à la data, donc je vais essayer d'expliquer de où ça vient en fait. Donc, ça date quand même depuis pas mal de temps. L'IA, ça a commencé dans les années 50 avec aux États-Unis un chercheur a organisé un congrès pour me présenter sa modélisation d'un neurone. Donc, dans les années 50, on avait modélisé mathématiquement un neurone. Et on s'est dit, si j'arrive à modéliser un neurone, que j'arrive à multiplier par 1000, 1 million, 1 milliard, on aura autant de neurones que dans le cerveau humain et on aura de l'intelligence artificielle. C'est de là que vient le mot impropre, puisque l'intelligence n'est pas artificielle. Et évidemment, très vite, on se rend compte que ça ne marche pas et on assiste au premier hiver de l'IA, donc la période glaciaire, première période glaciaire de l'IA, qui dure jusque dans les années 70. Dans les années 70, on a le retour un petit peu de l'IA avec les Japonais et les Américains qui inventent les systèmes experts. Les systèmes experts, donc on utilise à l'époque des arbres de décision, des moteurs d'inférence. Moi, j'ai fait de l'IA à ce moment-là, donc j'ai utilisé du LISP et du Prolog. Donc c'est des méthodes qu'aujourd'hui qui ne sont plus utilisées beaucoup. On se rend compte que de nouveau, ça ne marche pas.
Et on a un deuxième hiver de l'IA, donc comme quoi l'IA, c'était pas un long fleuve tranquille. Ça s'est de nouveau arrêté. Moi, j'avais fait de l'IA en 90, j'en ai pas fait pendant 28 ans. Hein, donc pour vous dire que sur projet, je parle. Je me suis intéressé au sujet, mais j'en ai pas fait pendant très longtemps après. Par contre, les chercheurs ont continué à chercher. Donc, on a eu l'apparition des réseaux de neurones. On a eu un chercheur français, entre autres, là, qui s'appelle Luc Julia, que j'aime beaucoup, qui a participé à la création de Siri, qui a été vendu à Apple en 2010. Après, c'est pas passé grand-chose dans les années 2000. On a eu l'explosion de la bulle Internet, l'arrivée de l'euro, la crise des subprimes. Il ne s'est pas passé grand-chose. Par contre, l'intelligence artificielle revient dans les années 2010. 2010, Google, donc les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, récupèrent des masses de données phénoménales par la navigation des internautes sur leur navigateur. Et ces masses de données énormes, ils vont les utiliser, ils vont essayer de l'utiliser, ils vont développer ce qu'on appelle des techniques de big data. C'est là que vient le mot data. Donc, ils essayent dans cette masse de données, de récupérer des informations, de trouver des tendances et de hiérarchiser toute cette masse de données. Et ça donne, et ça provoque le retour de l'intelligence artificielle au sens strict du terme, cette fois-ci qui va rester. Donc, à partir de 2016, bon, il y a eu quelques couacs encore. Hein, je parle des couacs parce que c'est important. Il faut toujours relativiser les avancées dans le domaine. En 2016, Microsoft met sur Twitter un chatbot qui en quelques heures devient raciste, homophobe, parce que en fait, il ne fait que reproduire ce que fait l'être humain. Ça s'arrête assez vite. Elon Musk sort sa voiture sans tableau de bord, avec son tableau de bord sans volant, et on se rend compte très vite que l'inconduite autonome, ça ne marchera pas l'année d'après, ça ne marchera certainement jamais d'ailleurs. Entre parenthèses, on a d'autres événements qui font que l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes se posent des questions, des gens disent que c'est dangereux pour l'être humain. Bon, très vite, ça s'arrête, mais l'intelligence artificielle, cette fois-ci, se maintient. Ça devient quelque chose de sérieux, notamment avec ce qu'on appelle la data science. Donc, tout ce qui fait les data, tout ce qui fait les métiers de data aujourd'hui, donc le data scientist, le statisticien, le data analyst, c'est un petit peu la personne qui est dans la logique du BI, donc celui qui fait de la data visualisation, notamment. On a les data engineers. Moi, je suis Capgemini, je suis plutôt data engineer, c'est-à-dire que je m'occupe des flux de données. Donc, toutes ces sources de données sont mises en place, sont suivies par tous ces métiers qui aujourd'hui émergent dans les sociétés. Et en fait, on parle de data, on ne parle pas de données, on parle de data parce que ces data permettent de prendre des décisions. C'est-à-dire que toutes les données qui sont dans l'entreprise sont récupérées pour prendre des décisions. On est dans de la prédiction. On est dans la prédiction. La donnée va permettre d'aider l'être humain qui a de l'intuition et l'expérience, va aider l'être humain à prendre des décisions. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans les sociétés qui mettent en place ces modèles décisionnels qui permettent ensuite de passer la main qu'on appelle l'ingénieur en machine learning. Donc l'ingénieur machine learning qui fait de l'apprentissage profond, du deep learning, qui va permettre à la société de développer des systèmes qui lui permettront de prendre de meilleures décisions. Voilà, c'est aujourd'hui l'objectif de toutes les data sciences, et c'est aujourd'hui quelque chose qui est utilisé dans la plupart des sociétés. D'accord, d'où cet intérêt pour les data qui, là aujourd'hui, on n'aura pas de troisième hiver de l'IA. L'IA s'est installée partout et s'installe de plus en plus dans la plupart des sociétés. C'est un sujet important qui est suivi par la plupart des grandes sociétés. Ça permet de bien situer effectivement cette histoire qui finalement n'est pas si récente que ça, et avec des évolutions, des visions qui sont un peu différentes aussi de l'intelligence artificielle, entre un Elon Musk qui est sur une vision forte de l'IA qui va assez loin, et puis sur d'autres applications. Très concrètement, aujourd'hui, on voit de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, à la fois d'un point de vue, je veux dire, privé, personnel, mais aussi professionnel. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner pour les personnes qui sont avec nous sur justement l'utilisation de ces données? Comment concrètement ça peut ça se concrétise? Aujourd'hui, on ne le voit pas peut-être directement, mais il faut savoir que si vous prenez aujourd'hui des domaines comme la médecine, voilà, aujourd'hui, l'analyse des données
l'exploitation que l'on peut en faire va permettre de détecter les maladies ou en fonction donc des caractéristiques que l'on voit au niveau des personnes et de prendre les bonnes décisions, puisque c'est ça qu'il faut retenir. Toute cette analyse de données derrière sert à prendre la bonne décision le plus rapidement possible, et donc effectivement touche à différents secteurs. Donc l'être humain en tant que tel que l'on peut avoir, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un développement et il y a une demande de plus en plus forte dans tous les secteurs. Tu as différents exemples en tant que professionnel. Oui, Donc, déjà à titre privé, on peut dire que tout le monde utilise par exemple le moteur de recherche de Google, que lui utilise l'intelligence artificielle sur le deep learning. Et en fait, quand on va taper des mots-clés, donc le Google il est capable de sortir le bon résultat. Il y a toute une analyse derrière, donc il va utiliser, donc il y a une quantité phénoménale de données qu'il dispose par rapport à l'usage que tous les utilisateurs en font. Donc c'est de l'apprentissage en fait derrière que fait l'algorithme. En fonction du comportement de la personne, où se situe, où ses habitudes, les types de recherche, ça va le permettre de donner les bons, on va dire, sur les bonnes lignes, les bons résultats sur les premières lignes. Donc ça, c'est à titre privé. Par exemple, sur Netflix, pareil, lorsqu'on regarde un film ou une série, Netflix, pareil, il utilise de l'intelligence artificielle pour pouvoir proposer du contenu en fonction de ce que vous avez vu avant. Voilà, reconnaître un peu ce qu'on a déjà regardé, se dire tiens. On a parlé également de Siri, qui est très bon exemple où Google, la version de la version de Siri de Google. Donc c'est pareil, c'est la reconnaissance vocale. Donc là, c'est des algos qui sont en apprentissage par rapport à comment chaque personne a une façon de communiquer. Voilà. Et plus on communique avec Siri, plus il y aura des bons résultats derrière. Donc là, c'est pareil, c'est de l'apprentissage. Oui, c'est la machine effectivement qui apprend voilà. de ce qu'on va lui apporter pour avoir des réponses pertinentes. Et donc, j'ai entendu également d'autres exemples dans des magasins, enfin les applications sont multiples, hein, dans les magasins, d'avoir une reconnaissance, je veux dire une reconnaissance faciale pour déterminer le type de consommateur. Donc, je suis une femme qui passe avec un enfant, je vais avoir pour un magasin d'habillement des propositions de tenues pour enfants. Enfin, voilà, ça peut aller effectivement assez loin. Et du coup, au niveau des métiers, quels sont les impacts de l'intelligence artificielle au niveau des métiers, du coup? Donc, au niveau des métiers, donc là, en fait, on a plusieurs sur la data. Donc, il y a plusieurs métiers. Donc, il y a la data science. Dans la data science, en fait, on a tout ce qui est machine learning, le deep learning. Donc, c'est des sous-ensembles de l'IA. Et donc, ça, on va utiliser, en fait, des données qui sont récoltées par des data ingénieurs et data analystes. Donc, en fait, si on voulait, on peut schématiser en disant que on a des personnes qui vont plus collecter la donnée, qui vont alimenter un entrepôt de données ou en tout cas une zone de stockage, ils vont la stocker. Ça, c'est des métiers à part. Et après, on a des personnes donc, de type data scientist qui vont utiliser ces données-là pour développer des algorithmes, des modèles pour pouvoir justement prendre les meilleures décisions. Tout est un peu combiné. Et du coup, il y a plusieurs métiers dans la data. Donc, on a la data engineer, on l'a dit, on a la data analyst, on a également tout ce qui est data scientist. On a également, donc ça c'est la BI classique, tout ce qui est consultant, donc soit business analyst ou business intelligence. Il faut savoir que la business intelligence, on va dire, c'est la data traditionnelle, si on peut dire. C'est, si vous voulez, depuis chaque entreprise a sa propre système d'information. On a des données, donc l'entreprise dispose des données, donc ils utilisent des outils de type ERP, CRM ou des données de marketing, d'outils de marketing, d'outils de comptabilité, de finance, de production. Donc chacun a son propre système, sa propre base de données. Et derrière, la data doit récolter toutes ces données-là
les stocker dans un entrepôt de données derrière. C'est le métier de... Donc, il y a des flux. Et les data analysts va permettre de faire des rapports dessus, des tableaux, de présenter des tableaux de bord pour prendre des décisions. Généralement, c'est des décisions de moyen et long terme. Des décisions qui vont être plus être utilisées pour les comités de direction ou mettre en place des stratégies d'entreprise. Donc, c'est ça. Après, il y a également l'autre partie où c'est plus du pilotage opérationnel. Généralement, chaque outil a sa propre, on va dire, outil de reporting. Donc là, ça sert plus de manière à prendre des décisions à court terme. Donc ça, c'est encore un autre aspect, c'est plus opérationnel. Et donc tout ça, c'est la BI traditionnelle, on peut dire. Derrière, la data scientist va rajouter un plus sur ça. Si on peut dire, c'est lorsqu'on va aller un peu plus loin, on va utiliser la data scientist. Par exemple, le dernier projet qu'on m'a sollicité, c'est une entreprise du bricolage où ils vendent des produits qui veulent mettre en place des contrôles par rapport à leur livraison. Donc, lorsque un client commande des articles, quand ça arrive chez lui, soit il reçoit pas tous les articles, ou soit il y a des articles qui sont défectueux. Donc, l'idée, c'est en fonction de la provenance des articles, en fonction où est stocké dans tel ou tel entrepôt, ou telle voie, on va dire, de transport a été utilisée, en fonction de plein de combinaisons on va dire, de données, on va développer un modèle pour dire, ben voilà, telle cargaison, tel colis, il est plus intéressant de le contrôler parce que potentiellement, il y a plus de risques, on va mettre un score, il y a plus de risques que cette marchandise soit des données manquantes ou soit on va dire, soit détériorée, donc défectuée. Ça, c'est un exemple on va dire, de projet qui va servir plus opérationnel et à l'entreprise pour être plus d'avoir moins de pertes. Là, c'est vrai qu'on est dans une dimension d'entreprise qui est une grande entreprise. Après, il y a effectivement des TPE, PME qui, à un moment donné, vont avoir besoin de se lancer je dirais dans l'intelligence artificielle pour aussi pouvoir prévoir, ne serait-ce qu'au niveau aussi marketing et chiffres. Et le premier élément, c'est de collecter justement ces données. Et effectivement, dans les métiers, il y a aussi enfin peut-être, le chef de projet, un chef de projet IA intelligence artificielle qui va venir un peu coordonner et mettre en place toutes ces étapes dont vous parlez, pour déjà, parce que je sais qu'il y a quelques entreprises aussi en ligne qui vont déjà commencer à collecter ces entreprises avant de les organiser, de les analyser pour pouvoir en faire des prédictions finalement. Oui. D'accord. Alors, les métiers qui doivent être principalement impactés aussi, puisqu'on parle de métiers, il y a tous les métiers du numérique. Je pense que Opco Atlas a travaillé sur le sujet par le biais d'un observatoire. Est-ce que vous pouvez, M. Afortis, nous donner un peu des précisions sur le sujet, parler aussi de tous ces métiers qui évoluent Alors, effectivement, mais je ne rajouterai pas grand-chose à ce qui a été présenté précédemment. Sur les métiers en dur, c'est-à-dire les fabricants du numérique, donc ça a déjà été pas mal évoqué. Moi, je voudrais surtout faire un petit focus sur un métier qui peut toucher tout le monde, c'est le métier de l'assurance, qui sont fortement impactés par divers facteurs d'évolution, parmi lesquels on va retrouver un facteur technologique. Et ce qui me semble intéressant, c'est que dans ce facteur technologique, on ne trouve pas seulement l'IA. On a aussi la digitalisation de la relation client, qui est une autre facette d'évolution forte en ce moment et qu'il faut éviter de confondre justement, puisque on va être imbriqué par certains moments, mais c'est une évolution à part entière, c'est une transformation à part entière. Donc si je m'attarde un petit peu sur les métiers de l'assurance,
Qu'est-ce que produit l'intelligence artificielle? Alors, je vais essayer de le faire de façon logique et puis sous contrôle, hein, parce que j'ai des experts qui m'écoutent. Oui, n'hésitez pas. Je dirais que le premier élément qui commence à bouleverser et à faire introduire de l'IA dans l'assurance, c'est l'émergence des objets connectés. C'est l'IoT qui fait que la maison elle est intelligente, qu'on lui donne des informations, qu'on attend d'elle qu'elle réagisse toute seule. C'est les puces RFID qu'on met sur du matériel qu'on va faire livrer, sur de la viande qu'on débite quelque part, donc on trace. Enfin, c'est toute cette technologie embarquée qui nous apporte des données. Ensuite, la deuxième conséquence immédiate, c'est un flux de données qui est faramineux et qui est tout récent. C'est-à-dire que tout récemment est apparue toute cette donnée, toute cette matière dont il faut se saisir. Donc là, on a autour de ce qu'on peut appeler la big data aussi un impact très fort. Et les assureurs en premier lieu sont un petit peu, le moment perplexe est passé, hein, mais au départ, se sont retrouvés face à cette masse de données et se sont dit comment est-ce qu'on l'exploite, qu'est-ce qu'on en fait comme matière. Et puis la troisième pierre, ben, ça va être j'hésite entre automatisation et intelligence artificielle. C'est-à-dire que dans le monde de l'assurance, on se dit ben, avec ces éléments-là, il y a peut-être des tâches à faible valeur ajoutée qu'on peut automatiser, qui peuvent se faire toutes seules, avec une machine qui apprend, avec des process qui s'autocontrôlent, et puis progressivement, on y met de plus en plus d'autonomie, et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous essayez de chatter avec votre assureur en ligne, peut-être que vous avez un robot en face de vous, mais qui va vous répondre de la même façon que vous répondrez à un être humain. Si vous restez sur un niveau de questionnement connu, en tout cas. Voilà. Donc, cette évolution-là, je pense qu'elle est importante à avoir en tête, parce que ces métiers de l'assurance, qui sont des métiers que naturellement on ne verrait pas dans l'automatisation, dans l'émergence de ces technologies de haut niveau, sont très fortement impactés. Alors, à quoi ça leur sert, l'IoT? Enfin, pardon, l'intelligence artificielle. On pourrait en faire tout un catalogue. Ça intervient sur la création de l'offre, sur le parcours client, sur la relation client, sur la détection des fraudes, sur la prédiction, comme vous l'avez dit, par rapport aux risques, peut-être la qualification des risques aussi, du coup, la construction des stratégies de primes, hein, de facturation des services. Donc, quelque part, les conséquences et l'utilisation de l'IA, ils sont immenses. Donc, je ne pourrais pas ici les décrire toutes, mais ça va permettre d'envisager une automatisation, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui est automatisable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui va le dire. Ça va permettre de faire un meilleur ciblage de la clientèle. Alors, vous avez cité la maman avec l'endo qui passe dans le magasin. Voilà. Peut-être l'assureur aura une autre image par rapport au comportement routier, au passé des personnes. Peut-être que quand on assure une maison, il va regarder un petit peu ce qui se passe sur l'histoire géologique du site, peut-être la météo, tous les relevés météorologiques qui maintenant sont cumulés, sont dans le domaine public, qui peuvent lui servir à mesurer un risque. Et ça, on ne le voit pas, nous, on n'imagine pas. Par contre, on peut facilement imaginer la masse de données qu'il faut traiter pour en faire une information exploitable. Voilà, bon après, j'espère qu'on n'en arrivera pas à remplacer l'être humain. En tout cas, la profession de l'assurance aujourd'hui, quand elle analyse en détail ces éléments-là, au contraire, elle y voit de l'opportunité et elle prévoit plutôt d'augmenter ses effectifs que de le réduire. Simplement, les salariés, les opérateurs vont être recentrés sur des tâches à forte valeur ajoutée et tout ce qui va être à plus faible valeur ajoutée pourra être géré par de l'intelligence artificielle. Oui, dans l'ensemble des métiers, là, vous évoquez ceux de l'assurance où enfin, on m'avait déjà donné cet exemple lors d'une autre rencontre où la lecture, par exemple, des contrats d'assurance, au lieu d'avoir quelqu'un qui va lire, ça pourra être lu par un système, mais par contre, le salarié pourra être davantage dans l'analyse et les métiers changent. On a finalement, ce sont les métiers où il y a de l'analyse et aussi des rapports sociaux que la machine ne pourra pas avoir dans tous les cas. On parlait du médical tout à l'heure. Le médical, ça permettra aussi
peut-être aux médecins ou à certaines professions médicales d'être plus sur la préconisation, les traitements, que sur de l'analyse, un regard pur externe. Je pense qu'on est clairement sur une optimisation des ressources, Oui. une fiabilisation des diagnostics que l'on peut avoir, et puis aussi surtout de se donner des trends et des perspectives nouvelles, optimisées qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, puisque effectivement, aujourd'hui les systèmes permettent de traiter l'ensemble de ces données, d'aller à l'essentiel, et aussi avec un gain de temps très rapide. Quand on parle par exemple de la médecine, on sait qu'aujourd'hui, on parle du cancer, ce qui fait qu'on peut gagner les choses, c'est qu'on est en capacité d'aller très vite. Et or là, en sachant analyser les conséquences qu'il y a pu y avoir entre différents patients, on est capable de préconiser tout de suite le bon traitement, le traitement adéquat, etc. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut vraiment voir les choses, c'est-à-dire que aujourd'hui, et je pense que voilà, on parlait d'hiver tout à l'heure, je serais tenté de dire aujourd'hui, on assiste quand même vraiment à un bouleversement en disant la crainte, on l'enlève et on voit plutôt le côté des perspectives et du positif qu'apporte l'intelligence artificielle. Je peux rebondir par rapport à l'assurance. J'avais fait un projet, j'étais chez IBM. C'est un projet sur mutuelle pour BTP. On avait fait un des premiers projets en IA, c'était de pouvoir détecter la fraude des opticiens et des dentaires. C'est un projet qui a abouti, qui a d'ailleurs pu faire gagner des millions d'euros aux mutuelles. Donc, donc on avait mis en place une série de règles. Et en fonction du comportement, en fait, soit du praticien ou soit des adhérents, ils pouvaient détecter, voilà, est-ce que c'était une fraude sur notamment sur les opticiens. C'est un projet vraiment qui a vraiment abouti, qui a fait pas mal de résultats. Ça je pense à un des projets, j'ai fait ce projet-là en 2015. Alors effectivement, si je rebondis sur cet exemple-là, ce qui permet d'avancer, c'est en fait la masse de données. Et plus les données, plus le nombre de données augmente, plus les informations sont difficiles à croiser pour nous et sont plus facilement utilisables par une machine qui, elle, va calculer de façon systématique et massive. Et effectivement, la détection de la fraude, donc, c'est un des éléments les plus mis en avant par les assureurs, parce que sans l'intelligence artificielle, ils devraient déployer des ressources humaines beaucoup plus importantes pour croiser les données, croiser les sources, fiabiliser et avoir les systèmes d'alerte. Donc, par contre, la conclusion, c'est quand même ce que vous avez dit à plusieurs reprises les uns et les autres, c'est qu'au final, l'intelligence artificielle donne une aide à la décision, donne des indications techniques, et après, il y aura toujours l'être humain derrière qui va l'utiliser, qui va l'exploiter. Oui, c'est ça. Et dans tous les métiers. Donc, oui, il y a des métiers spécifiques à la data, à l'IA, pour traiter toutes ces données. Mais après, dans les métiers très concrètement, ça viendra, ça jouera forcément. Je pense aussi à l'industrie. On n'en a pas parlé beaucoup, mais sur toutes les actions de maintenance, les prédictions de panne qui peuvent être faites aussi au regard en fonction d'une matière qui passe dans un process industriel, il peut y avoir telle panne, ça arrive à tel moment au bout de temps d'utilisation de pouvoir prévoir ça. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples aussi à nous donner sur ces métiers, sur l'évolution des métiers en assurance. On en a effectivement parlé. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Toujours dans le domaine de l'assurance, mais là, on va rejaillir sur tous les autres domaines, et peut-être que ça vous pourrait rebondir dessus. Moi, je considère qu'une des avancées les plus visibles et plus transversales, c'est la question du parcours client. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on utilise l'expérience client, quel que soit le domaine dans lequel on soit, avec l'intelligence artificielle pour l'améliorer et peut-être pour augmenter la satisfaction, donc peut-être les ventes, etc.
Donc les sociétés d'assurance en sont saisies et le font surtout sur leur plateforme dématérialisée. Mais j'imagine que tout ce qui est du domaine du commerce est vraiment focalisé sur ce sujet-là. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est très large comme sujet, effectivement. Et alors, Élodie, vous terminez un parcours de formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pas un peu ou même beaucoup, hein, votre parcours, d'où vous venez, où vous allez, par quelle étape vous êtes passé? Ça marche. Alors moi, du coup, aujourd'hui, comme je disais en introduction, je suis consultante data SRM chez Mobivia. Donc moi, à la base, je suis pas du tout ingénieure, hein. J'ai d'abord fait, d'un point de vue parcours académique, j'ai fait une classe préparatoire pour intégrer une école de commerce. Donc voilà, je suis diplômée à la base d'un master en gestion et management. J'ai commencé ma carrière donc dans le CRM. Première mission de 5 ans en tant que chef de projet CRM. Et là, depuis 5 ans, donc, j'ai intégré une business unit data où je suis consultante data SRM. Donc, j'ai un peu un profil hybride que la partie plus voilà, business métier qui est liée plus liée à mon métier d'avant par lequel j'ai commencé, et la partie un peu plus technique et donc plus en lien avec ce que je ferai aussi dans quelques mois. Ça, c'est pour un peu mon parcours jusqu'à présent. Et du coup, donc après 10 ans, là, j'ai quand même fait beaucoup de CRM. J'avais fait un peu le tour et j'ai eu envie d'aller aussi plus loin dans l'exploitation des données. Et j'ai décidé de me former pour devenir data scientist. D'accord. Vous étiez déjà dans le domaine sans l'être vraiment, puisque vous étiez dans le service, mais sans avoir cette fonction-là d'analyse de données. Et alors, c'est l'envie de changer, Oui, bah, c'est vrai qu'après 10 ans, bon, j'avais un peu fait le tour, hein, et voilà, et d'aller plus loin sur cette partie vraiment exploitation de données. C'est vrai que moi, au quotidien, je travaille avec des data ingénieurs et des data scientists, donc j'ai vraiment pu voir le métier concrètement. J'avais vraiment une vision concrète par rapport au métier. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma prise de décision et ma orientation, voilà, pour me reconvertir vers ce métier-là. D'accord. Donc là, vous avez entamé votre parcours. J'imagine que vous êtes passé par Transition Pro. Quelle bonne idée. Tout à fait. Là, vous êtes en formation, vous êtes passé par un projet de transition professionnelle. Donc, voilà. Donc là, j'ai terminé ma formation. Donc, D'accord. je l'ai faite. J'ai fait une formation, un bootcamp avec le Wagon. Oui. C'est Donc le Wagon qui est un organisme de formation. Alors cet après-midi, juste pour reboucler, cet après-midi, on organise également une table ronde qui va davantage axer sur comment se reconvertir, les étapes, les organismes de formation. Mais donc vous êtes passé effectivement par le Wagon. Le Wagon, et donc du coup, moi j'ai fait la formation en part-time, donc c'était le soir et les samedis. D'accord. Sur 24 semaines. Et mais il y a aussi des formations en full-time qui existent pour ceux qui veulent vraiment le faire de manière semaine consécutive. Et donc du coup, pendant cette formation, donc c'est hyper concret, hein. Ce qui est bien, c'est que voilà, on fait vraiment que de la pratique en fait. On fait du live code tout le temps et voilà, c'est vraiment adapté au métier de data scientist. Voilà, c'est vraiment en phase avec le métier de data scientist aujourd'hui, les besoins des entreprises. Et voilà, et donc du coup, on se forme donc on a toutes les bases pour ensuite commencer à exercer ce métier. Donc là, ça devrait arriver. Ouais, donc là, donc moi, là, je vais rester dans mon entreprise, hein. C'était oui. À la base, c'était une volonté de ma part de faire cette formation. Voilà, c'est un peu moi qui ai lancé la machine, mais très rapidement, j'en ai discuté du coup avec mon entreprise. Et
voilà, pour voir un petit peu comment ils pouvaient m'accompagner par rapport à ça, ce qu'ils en pensaient. Et donc, voilà, ils étaient totalement en phase avec ça. Avec un besoin sur le métier. Donc, Exactement. Et donc là, du coup, l'idée, c'est que là, je suis en période de transition pendant quelques mois et j'intégrerai donc le pôle des data scientists d'ici quelques mois. Bravo. Merci. Beau parcours. Alors, par rapport à ce sujet, est-ce que vous avez des éléments à ajouter Je peux ajouter quelque chose Oui, bien sûr. par rapport au parcours d'Élodie. C'est cette double compétence qui est très importante en data. Voilà, alors justement, C'est- les compétences qu'ont Voilà. besoin les entreprises. C'est Dites-nous. généralement, surtout la partie data scientist, c'est d'avoir une compétence métier, donc que ce soit supply chain, CRM, relations clients, finance, comptabilité, contrôle de gestion. Ça, c'est la partie fonctionnelle, généralement, ça revient souvent. Et quand on a cette double compétence, on est plus bon quand on est en data scientist, parce qu'on sait de quoi il s'agit, on connaît le besoin, on comprend le besoin facilement. Bien sûr. Et du coup, quand on va développer, bien sûr, on sera au top. Donc, c'est vraiment intéressant votre parcours. Je suis tout à fait, alors c'est pas par rapport à mon parcours, mais c'est vrai que on se dit souvent après nous, voilà, quand moi je suis pas ingénieure et du coup je peux avoir peut-être ce petit syndrome de l'imposteur par rapport à la partie technique. Et au final, c'est vrai que, enfin, je pense que voilà, ça se compense aussi avec d'autres compétences qui vont faire justement la richesse dans une équipe et voilà, que ce soit des compétences de compréhension business comme l'évoquait Annie ou d'autres soft skills ou je ne sais pas que d'autres personnes n'auront pas forcément et voilà, je pense qu'il faut. Ça répond à ce que disait tout à l'heure aussi François, c'est-à-dire que voilà un concept qui peut être en fonction des uns des autres plus ou moins flou, mais on voit aujourd'hui au regard des échanges que ça touche tous les domaines. Et la présence humaine, elle est toujours là, elle est toujours importante. Et avec cette double compétence en plus plus on avance dans le temps, plus on sent elle est nécessaire. On va la retrouver dans les différents secteurs. Je pense que ça, aujourd'hui, les gens qui s'engagent dans ces cursus-là, c'est vraiment une volonté forte et on voit vraiment qu'il y a vraiment une plus-value à la fois pour l'entreprise, mais à la fois aussi pour le salarié, dès lors que la transition, elle est bien menée. Et en fait, au bout, c'est gagnant-gagnant. Et il y a vraiment une double compétence qui est là et qui est fondamentale. Et je pense que chaque secteur, chaque entreprise aujourd'hui qui s'engage, qui se dit, mais là, je vais en avoir besoin, etc. On parlait tout à l'heure du commerce, ben voilà, Elodie a cité son parcours aussi. Je pense que c'en est vraiment le meilleur exemple. Et aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il faut aussi pour assurer la réussite à la fois des entreprises et des salariés. Et puis, les besoins aussi vont évoluer. Et on disait, tous les métiers aussi, je vais dire périphériques qui évoluent. On rejoint cette idée de double compétence et de changement de métier possible. C'est-à-dire que voilà, les métiers vont évoluer, on va pouvoir changer sur des domaines de compétences qui sont très larges. Sur au niveau des entreprises. Alors, moi, j'ai beaucoup entendu parler aussi de voilà ce qui manque aujourd'hui pour avoir participé à un petit déjeuner à la Cité de l'IA où on parlait effectivement des data engineers, c'est les nouveaux besoins qui émergent. Vous confirmez? J'ai participé à une table ronde de classe il n'y a pas longtemps. On a des gros problèmes de sourcing, pas que dans l'intelligence artificielle ou la data. On a des problèmes de sourcing dans le numérique depuis de nombreuses années. La classe a mis en évidence qu'on avait plus de 500, c'est toujours la même étude qu'on ressort, mais on avait plus de 500 postes non pourvus dans les Hauts-de-France chaque année. Aujourd'hui, c'est encore plus que ça. Le numérique change. Des sociétés comme la mienne, il y a quelques années, n'embauchaient que des bacs plus 5. Aujourd'hui, on se rend compte que on peut tout à fait faire monter en compétence des personnes qui n'ont pas obligatoirement le cursus classique, des gens qui sont plutôt câblés techniquement bac plus 2 ou des bac plus 5 dans des domaines complètement différents, le marketing ou même le pétrole. Donc on travaille beaucoup avec Pôle emploi qui ont mis en place les POEI, POEC. C'est très rafraîchissant pour nos sociétés qui changent le sourcing, qui prennent des gens différents, mais qui, in fine, elles sont tout à fait capables d'intégrer nos équipes.
Donc, il y a quelques années, ça pouvait faire peur à certains, de dire, oh là, c'est plus 5, c'est très compliqué, j'y arriverai pas. Mais en fait, aujourd'hui, avec des formations adaptées comme le Wagon, d'autres, hein, l'école 42 de Xavier Niel, de Free et d'autres, on arrive à former rapidement sur des besoins techniques des personnes qui, a priori, n'auraient pas fait ça il y a quelques années. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que c'est un message qui est intéressant pour les personnes qui nous écoutent ce matin. C'est qu'effectivement, voilà, on a un peu. Alors, on traitera cet après-midi sur la table ronde les idées reçues en termes de formation. Mais voilà, il y a des métiers sur différents niveaux et il y a des passerelles qui peuvent se faire aussi. Intégrer une structure au travers d'une solution proposée pour une préparatoire à l'emploi, par exemple, comme vous le citez, et puis après, de pouvoir encore changer de métier. Quand on est salarié, de toute façon, on le sait, hein, on changera forcément, et les jeunes le savent aussi, et le changement de métier peut se faire avec des passerelles. Il y a un timing différent en fonction des profils, en fonction des aspirations des uns et des autres. Il existe aujourd'hui vraiment tout un panel qui permet à chacun de trouver son bonheur, entre guillemets, dans cette voie-là. Et je pense qu'il faut démystifier aujourd'hui les choses, hein. Il y a un réel besoin. Et aujourd'hui aussi, on a les entreprises qui se sont vraiment ouvertes, hein, qui ont changé aussi un peu la façon de voir les choses. Et ça, je pense que c'est important pour les salariés aujourd'hui qui souhaitent s'engager dans ce domaine. Alors, si je peux me permettre d'apporter un complément, je ne vais peut-être pas être dans la même ligne à 100%, mais je prends le risque, hein. Allez, on est dingue ce matin. Nous, au niveau Atlas, on a regardé sur demande des 4 grandes familles de métiers un petit peu comment se comportait le marché de l'emploi. Oui. Et on a regardé ça sur les 10 dernières années. Et on a constaté que sur les 4 grandes familles de métiers, donc je rappelle, banque, finance, expertise comptable, chiffres, assurance et métier du conseil, dans lequel on trouve le numérique, sur ces 4 grandes familles de métiers, sur les 10 dernières années, dans les Hauts-de-France, l'effectif a augmenté de plus de 20%. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur une tendance lourde de développement de ces activités-là. Ce qui réunit ces activités, c'est des hauts niveaux de qualification. Et c'est là où j'entends ce qui se dit. Effectivement, ce sont des marchés d'emploi pénuriques. On a du mal à recruter, les employeurs font des efforts, ouvrent leur chakra, explorent des candidatures qu'ils n'auraient pas explorées il y a encore quelques mois ou quelques années. Mais il n'empêche, le niveau d'exigence reste élevé. Parce que ce sont des métiers de forte technicité et que souvent, moi je rencontre des employeurs qui disent je trouve ça fait 6 mois que je ne trouve pas. Pourtant, il a vu passer des candidats dans son bureau, beaucoup, mais le niveau d'exigence reste élevé. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. On peut se former, il faut se reconvertir quand on est au bout d'un cycle professionnel et vers les métiers qui sont cités ici. C'est une très bonne idée parce qu'il y a un vrai phénomène d'aspiration sur notre territoire. Mais il faut être exigeant aussi avec soi-même. Et le parcours de formation, c'est une chose. La double compétence, moi je dirais la multi-compétence, ça me semble important. Et aussi la capacité d'adaptation. Et je citerai dans l'étude qu'on a fait récemment sur ce marché de l'emploi et comment est-ce que se comportent les employeurs. On leur a demandé à la fois quels étaient les postes qu'ils recherchaient et on leur a demandé aussi quelles étaient les compétences qu'ils recherchaient. Et là, on a constaté qu'il y avait un décalage. C'est-à-dire qu'à la fois, les postes sont des postes très techniques, notamment dans le numérique. Hein. Le premier, la star, c'est le développeur, bien sûr. Ensuite vient le chef de projet. Donc, ensuite, on va parler sur les métiers de l'infra, donc l'administration de système. Après, on va parler des services généraux, donc tout ce qui est back-office. Donc, c'est important, il ne faut pas le négliger. Les entreprises qui croissent à des vitesses importantes, donc elles ont besoin de staffer leur back-office, leur RH, leur comptabilité, etc. Et ensuite viennent les métiers émergents, comme les data, comme l'IA, qui sont des métiers niches, même s'ils restent très demandés. Et ensuite, en termes de compétences, ce qu'on a constaté sur les 4 grandes familles de métiers, il y a une compétence qui ressort en premier pour tout le monde, c'est la capacité de travailler en équipe.
Et ça, c'est quand même très frappant parce que le côté technique, l'exigence technique, n'arrive qu'en 3e position. La 2e position pour les 4 familles de métiers, c'est la capacité d'organisation. Premièrement, travailler en équipe, deuxièmement, s'organiser. Et pour moi, c'est vraiment le reflet du tourbillon dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la stabilité, elle est très rare au niveau professionnel. Les technologies évoluent, l'obsolescence de nos compétences, elle nous rattrape plus vite que ce qu'on peut courir. Donc, c'est vraiment important que tout le monde reste attentif à son niveau de compétence, à sa propre formation, en accord avec son employeur, et franchisse le pas de la reconversion dès qu'il sent que c'est le moment. Oui, puis après, il y a aussi des possibilités d'accompagnement pour vérifier effectivement son projet, pour travailler son projet, s'assurer que, en termes techniques aussi, il y a les prérequis soient bien là pour réussir cette reconversion. Après, même ça, beaucoup de choses sont possibles. Moi, personnellement, j'avais jamais codé avant. Et je me suis auto-formée en Python pendant plusieurs mois avant le début de la formation. Et il y a quand même beaucoup de ressources aujourd'hui en open source. On trouve beaucoup de choses. Et voilà. Après, il faut de la volonté. C'est sûr que c'est pas anodin. Moi, je suis en plus maman d'un petit garçon de 2 ans, donc c'est voilà toute l'organisation aussi. Voilà, de tout gérer en même temps, c'est pas anodin quand on fait ça. Il faut vraiment bien penser le projet et réfléchir à tout ça. Mais clairement, il y a plein de possibilités, plein de ressources. Et encore une fois, moi, je disais comme ça a déjà été évoqué, il faut quand même essayer, voilà, oser et foncer en ayant bien réfléchi, bien sûr. Mais il faut se lancer, quoi. De toute façon, la clé du succès, c'est la motivation de ce qu'on va apprendre de ce nouveau métier. Il faut déjà, il faut aimer. Si on n'aime pas, c'est pas la peine. Oui. Et derrière, je rejoins totalement par rapport au savoir-être. Dans les entreprises, on recherche beaucoup des personnes justement qui vont s'intégrer dans des équipes pour travailler en agilité. Il faut savoir s'adapter parce qu'il y a beaucoup de changements dans les entreprises, les projets évoluent. D'une semaine à une autre, ça peut évoluer, ça bouge beaucoup. Donc, voilà, donc le savoir-être et l'organisation, ça, c'est des choses qui viennent largement avant la technique. La technique, ça s'apprend, c'est pas un souci, mais savoir-être, c'est encore autre chose. Ça, c'est, on le voit sur le terrain. C'est très, très positif parce que ça ouvre quand même le champ des possibles en pouvant rajouter cette brique technique au travers des formations qui peuvent exister. Et oui, avec cette volonté, on peut effectivement y arriver et changer de métier. Pour rebondir sur ce que dit François, ce sont les méthodes agiles qu'il faut se former assez rapidement parce que la chefferie de projet classique avec un chef qui décide et les exécutants, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tout le monde doit participer au projet. C'est pour ça que les méthodes agiles, donc un petit peu anglais, Scrum Master, Product Owner, tous ces métiers-là aussi doivent être intégrés dans les formations pour pouvoir mieux travailler. Toutes les personnes qui font partie d'une équipe aujourd'hui participent au projet presque plus que le chef de projet qui n'est là que pour que les personnes montent en compétences. Donc, toutes ces techniques-là doivent aussi être intégrées dans le parcours de formation dans la mesure du possible. Même dans tous les parcours qui sont indiqués ici, il faut aussi penser à cette agilité. Et c'est pour ça que ce qui va être recherché, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Élodie, c'est du pratico-pratique, c'est-à-dire que d'ores et déjà, dès le départ, dès le premier jour, c'est apprendre sur un projet, mettre les mains dans le cambouis, on va dire comme ça, et décliner et voir ça autrement qu'un programme de formation classique, où, comme disait Amine, on va retrouver des choses qui sont propres au domaine, en fait. Pour avoir contacté pas mal d'organismes aussi de formation sur le sujet, dans tous les programmes, on est effectivement c'est basé autour de projets très concrets à mener qui permettent d'apprendre, mais d'être déjà sur ce concret, de travailler autour, enfin même sur un projet, parfois même d'entreprise réelle, pour pouvoir se former. Mais aujourd'hui, on travaille directement sur des programmes d'incubateurs, directement. Oui, c'est ce que vous avez monté à la fin. Voilà, et je veux dire, ce qui vient totalement bouleverser et changer les pratiques que l'on avait pu avoir. C'est un secteur qui le nécessite, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui
voilà, permet de répondre à tous les attendus qui sont demandés par la profession, hein. La méthode agile, mais voilà, des savoir-être, etc. C'est vraiment quelque chose qui est important et c'est un système qui permet d'apporter justement cette double compétence. C'est positif tout ça parce que ça montre que, enfin, au travers de tout ce qu'on a pu, on a pu se dire tout évolue, les compétences, les soft skills sont importants, l'apport technique et la double compétence. Il peut y avoir ce côté technique d'un centre déjà au départ de compétences techniques d'un secteur et d'ajouter par la brique compétences, par la brique formation, pardon, le reste pour pouvoir coller aux compétences des entreprises. Ça me semble un peu compliqué ce que je viens de dire là en réfléchissant, mais bon. Par contre, la Cité de l'IA avait fait une vidéo là-dessus qui Oui, était tout très à fait. intéressante, Voilà. très intéressante, qui décrit bien tous les métiers. C'est des métiers très pointus, en fait, des experts successifs. C'est pratiquement impossible, sauf peut-être dans les petites entreprises, de faire tout ce que font les data scientists et autres. Ça. Mais dans une grosse entreprise, on a besoin de compétences spécifiques de data. On ne va pas répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, mais chaque expertise est importante dans la construction d'un projet data. Oui, alors c'est vrai que cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur le site de la Cité de l'IA qui présente les métiers et dans un contexte d'entreprise, donc qui permet de comprendre aussi les interactions avec les différents postes. Donc oui, ça c'est... On va y consulter parce que je pense que c'est Oui, le plus clair que j'ai vu sur le sujet. Oui, il est effectivement... cette vidéo, elle est vraiment très bien faite. Très bien, bah écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. En conclusion, on peut, alors je ne sais pas si quelqu'un veut donner, si vous avez encore un éclairage à donner sur ce sujet. Peut-être on a oublié juste la partie on va dire protection des données, donc avec le Oui, firewall. oui, c'est vrai, important. oui. En fait, je suis DPO, donc je vais peut-être en parler. On a failli vous oublier. Je ne sais pas en parler parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être pas moins rigolo, on va dire. Hein, le RGPD. Oui, mais bon, il en faut. Je suis DPO donc la fédération syndicale et donc le RGPD, donc le règlement général de la protection qui a été mis en place en 2018, qui est suivi par toutes les sociétés qui font partie de l'Union européenne. Et en fait, c'est intéressant dans le RGPD aujourd'hui, c'est que l'IA, le suivi de l'IA, le contrôle de l'IA, parce qu'il y a des petits dangers quand même autour de l'IA, quelque part. Bien sûr. Les biais de données, Bah. ce qu'on appelle les biais de données, c'est-à-dire des données incorrectes qui entraînent une mauvaise décision de la part du système d'information, de la part du moteur de machine learning, du modèle lui-même. Hein. Donc, le biais de données, le fait que l'IA a du mal à expliquer ce qu'elle fait. Ça aussi, ça fait partie des données de recherche. C'est la recherche pure. Le système donne une décision technique, mais quelquefois, si on me dit mais pourquoi le système a pris cette décision, c'est très compliqué d'expliquer avec des termes humains. L'être humain peut expliquer pourquoi il prend une décision, mais la machine elle ne peut pas. Mais la machine, elle aura beaucoup de mal. Donc, ça fait partie même de la recherche, hein, ou la reproductibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a deux moteurs qui tournent sur les mêmes données, on n'a pas toujours les mêmes résultats. C'est-à-dire, les êtres humains, c'est pareil, mais pour une machine, on attend à ce qu'elle donne toujours les mêmes résultats. Donc, il y a des biais de données qui sont d'ailleurs étudiés par l'Union européenne. L'Union européenne va certainement sortir un règlement un peu dans la même logique que le RGPD pour bien expliquer quels sont les dangers à éviter quand on fait de l'IA. Alors, danger, ce n'est pas des dangers contre l'humanité, hein, c'est des dangers administratifs pour éviter que des systèmes prennent des décisions un peu incorrectes à cause des données incorrectes. C'est pour ça qu'il y a un énorme boulot à faire en amont par les différents experts de la data. Et en métier, il n'y a pas un domaine, je ne sais pas, dire métier ou domaine, et aussi la gouvernance de la donnée dans l'entreprise. Oui. Ça commence un pôle se développe sur la gouvernance de données. Donc, généralement, il y a les data owners qui travaillent dedans. Donc, on vient définir, en fait, donc sur notre SI, on va essayer de définir, on va cartographier tout l'ensemble des données, on va dire. Et derrière, on va donner une définition sur chaque information. L'idée, c'est de transformer la donnée en information. Et des fois, dans deux départements différents, un client a deux définitions différentes.
Donc, ça peut amener des conclusions, on va dire des problèmes politiques et en même temps des confusions lorsque deux services vont utiliser la même donnée et puis ils vont dire non, il y en a un qui va dire si la donnée elle est bonne, l'autre va dire non, elle n'est pas bonne parce qu'en fait ils n'ont pas les mêmes définitions. Donc derrière, il y a un travail que font les entreprises, c'est via cette gouvernance de données, c'est les data owners qui vont dans cette tâche-là de réunir tous les métiers, et dire bah voilà, le client c'est quoi, le fournisseur c'est quoi, quelles sont les règles de gestion, etc. Donc ça aussi, c'est un travail qui est fait, un travail de l'ombre si on peut dire, et derrière, voilà, ça facilite en tout cas la mise en place du système d'information et du SID, enfin, système d'information décisionnelle. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers aussi qui arrivent, ça bouge pas mal. Alors, on ne l'a pas abordé, mais après, il y a tout ce qui est lié à la cybersécurité. Oui, parce que oui, les données, il faut les protéger, puis il s'agit de ne pas se les faire piquer. Hein, on l'a pas beaucoup détaillé ici, mais on se rend compte que finalement, les métiers sont très, très larges, qu'ils ont un impact, que l'IA a un impact sur l'ensemble des métiers, qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent, qu'il y en a des nouveaux qui vont encore arriver, parce que ça, on le sait, hein, c'est en évolution constante. Et alors, j'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est pas 70% des métiers de demain qu'on connaît pas encore. Enfin voilà, c'est la phrase un peu classique, mais je trouve que ça s'applique bien ici sur ces métiers de la data et de l'IA, et que ben oui, il faut pouvoir oser. Comme Élodie, de changer de métier, et changer de métier, ça peut être dans son entreprise, ça peut être dans d'autres entreprises qui recrutent aujourd'hui sur ces métiers et répondre à ces besoins en compétences importants aujourd'hui. D'ailleurs, chez Capgemini, comme je disais tout à l'heure, on a embauché récemment une enseignante. Oui. Quelqu'un qui aimait bien l'informatique. On revient toujours sur. Oui, il y a quand même la base. Il y a quand même une base d'intérêt pour le sujet, mais cette enseignante a suivi le même parcours que les autres et on a réussi à l'intégrer. Alors, il y a déjà 2 ans, on a réussi à l'intégrer dans nos équipes. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on ne fait pas de distinction. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est intégré dans l'équipe, on ne dit pas tu viens d'un POI, c'est le but et le principe de base, c'est que ces différents publics qui viennent d'horizons, on va dire, différents, sont intégrés de la même façon. Après, ils ne commencent pas toujours au même salaire, puisque bon, quand même celui qui a eu un bac plus 5 a un salaire souvent plus important. Mais le but, c'est qu'à terme, il n'y a plus de différence entre les différentes personnes qui arrivent dans la structure. Un bel exemple. Oui. Oui, ça m'a toujours. Oui. Bon, c'est mon responsable, donc le responsable de Capgemini sur l'île, qui m'a dit qu'ils avaient réussi à intégrer Il était presque fier. Mais oui, non, mais comme quoi il faut oser changer de métier. Il y a des solutions qui existent en termes de formation, en termes de financement, et c'est aussi l'idée de cette table ronde, hein, c'est de donner envie de savoir que c'est possible. Et du coup, j'en profite pour faire le lien avec la table ronde de cet après-midi, donc sur justement comment je me reconvertis sur ces métiers émergents, où on va vous expliquer quelles solutions existent, comment être accompagné, parce que ça prend pas comme ça du jour au lendemain ou un matin en se levant, mais voilà, comment on peut réfléchir à cela avec la présence d'organismes de formation qui expliqueront aussi les prérequis, hein, même si on en a parlé un peu tout à l'heure. En tout cas, on est pile poil dans le timing, et je vous remercie beaucoup chacun d'entre vous pour votre participation active à cette table ronde. Un grand merci à tous, et puis à bientôt, j'espère. Merci encore. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.